Bonjour et bienvenue à ce troisième webinaire de la série concernant l'enregistrement REACH 2018. L'image que vous voyez sur votre écran récapitule l'ensemble des phases nécessaires à un enregistrement réussi. Vous pouvez trouver le détail de chacune de ces phases ainsi que des informations clés et les documents guides dans les pages consacrées à la deadline de 2018 sur le site internet de l'ECA. Durant le premier webinaire, nous avons couvert la première phase, connaître votre portefeuille de substances et commencer les activités préparatoires à l'enregistrement. Le deuxième webinaire expliquait comment trouver vos co-déclarants et vous préparer à travailler ensemble. Les deux webinaires ont été enregistrés et vous pouvez les trouver sur le site web de l'ECA. Le webinaire d'aujourd'hui poursuit la série avec la phase 3, s'organiser avec ses co-déclarants dans les forums d'information et d'échange sur les substances connues sous l'acronyme anglais de CIF. Comme vous le savez, les entreprises qui enregistrent la même substance doivent préparer et soumettre leur enregistrement conjointement. Pour cela, les entreprises doivent partager les données et les coûts autour de la substance concernée. Ceci réduit le coût de l'enregistrement pour tous et évite la duplication des tests sur animaux. Le partage des données est une des pierres angulaires du règlement REACH. Et il doit être fait de manière équitable, transparente et non discriminatoire. Les CIF jouent un rôle essentiel dans cette tâche, et dans le webinaire d'aujourd'hui, vous allez apprendre comment vous organiser le mieux, comment sélectionner le déclarant principal, comment travailler ensemble à la compilation des données, combler les manques de données, et finalement, partager les coûts et vous préparer à ce que de nouveaux déclarants rejoignent votre CIF. Le programme du webinaire est visible sur vos écrans. Nous allons débuter par une présentation sur la formation d'un CIF, suivie par un jeu de rôle avec mes collègues, où nous allons simuler des scénarios de partage des données où de nouveaux déclarants veulent rejoindre un CIF déjà existant. Nous conclurons ensuite par une session de questions-réponses sélectionnées parmi les questions les plus fréquemment posées auxquelles répondront les membres de notre panel d'experts. Si votre question n'est pas couverte, vous pouvez la soumettre à votre helpdesk national ou alors au helpdesk de l'ECA. Les informations de contact sont disponibles sur le site web de l'ECA et vous pouvez les trouver en utilisant le lien qui figure sur vos écrans. Ce webinaire a été enregistré et publié sur le site internet de l'ECA. Tous les éléments présentés dans ce webinaire sont disponibles sur les pages dédiées à la deadline REACH 2018. Cette traduction française est une traduction de courtoisie effectuée par l'équipe d'AtoReach et vérifiée par les équipes de l'ECA. En cas de remarque, n'hésitez pas à prendre contact avec nous ou avec le helpdesk français. Et maintenant, je laisse la parole à ma collègue Catherine qui va vous présenter les principaux principes de formation d'un CIF. Bienvenue à tous, mon nom est Catherine Cornu et je travaille sur les sujets liés à l'enregistrement à l'ECA. Dans cette courte présentation, je vais vous présenter la phase 3 de l'enregistrement pour la deadline de 2018 dans la suite des activités préparatoires que nous avions couvert dans la phase 1 de l'établissement de la similitude des substances et de la façon de trouver vos co-déclarants dans la phase 2. Je vais vous expliquer ici les principes de base. Les instructions au pas à pas et les réponses aux questions les plus fréquemment posées sont disponibles sur notre site internet. Il y a 5 activités clés dans cette phase de préparation à l'enregistrement. Vous devez parvenir à un accord sur le mode de collaboration, sélectionner un déclarant principal, collecter les données, partager les coûts, et vous préparer à l'arrivée de nouveaux entrants dans le CIF. Je vais décrire brièvement ces 5 activités dans le cas où une substance n'a pas encore été enregistrée et que vous formez un nouveau forum d'information et d'échange sur les substances, c'est-à-dire un nouveau CIF. Après cela, mes collègues apporteront des éléments sur la façon dont vous pourrez négocier le partage des données avec un CIF existant. Je vais décrire ces activités une par une, mais commençons d'abord par le CIF et son importance. Le CIF est le forum d'information et d'échange sur les substances. C'est une forme spécifique de coopération entre déclarants pour enregistrer une substance dans le cadre de REACH. La coopération est nécessaire
car dans le cadre de REACH, les déclarants d'une même substance doivent l'enregistrer conjointement. Coopérer avec vos codéclarants sur le package de données requis pour l'enregistrement vous donnera accès à un ensemble plus large d'informations sur votre substance. Vous pourrez ainsi mieux connaître votre substance, réduire vos coûts d'enregistrement et éviter la duplication des tests sur les animaux qui est interdite. Comme nous l'expliquions dans le webinaire précédent, le point de départ pour trouver vos codéclarants est votre préenregistrement dans REACH-IT. Toutes les entreprises qui ont préenregistré la même substance d'après le numéro EC ou le numéro CAS ont accès à une page dans REACH-IT où toutes les entreprises et leurs informations de contact sont listées. Cette page dans REACH-IT est appelée la page de précif de la substance et les codéclarants déterminent ensuite le Substance Identity Profile pour leur soumission conjointe et s'accordent sur le fait qu'ils enregistrent la même substance. Ils sont alors par définition dans un CIF et l'obligation de partage de données et de répondre aux demandes de données s'applique. Votre première action et celle de vos codéclarants dans cette phase est de vous accorder sur la façon de travailler ensemble. Deux aspects très importants sont la communication et la coopération dans le CIF. Bien que vous trouviez vos codéclarants via REACH-IT, ce n'est pas une plateforme de communication. Aussi, vous devez vous accorder sur les moyens de communication à l'intérieur du CIF, par exemple par email ou en créant un forum de discussion. Il est important que tous les prédéclarants, y compris ceux qui ont le statut de passif, puissent suivre les discussions et l'avancement du CIF. Le champ message, dans la page de précif, peut être utilisé par le facilitateur de CIF, SFF, et est un bon moyen à utiliser pour ce type de communication pour débuter. Pour votre accord de coopération, vous pouvez faire un accord de CIF. Certaines associations sectorielles fournissent des conseils et des templates que vous pouvez utiliser, et il existe un lien vers ces documents sur le site de l'ECA. L'accord de CIF n'est pas obligatoire cependant. Si par exemple votre CIF ne comporte que peu de membres, vous pouvez aussi vous accorder sur le fait de travailler sans le cadre d'un tel accord. Souvenez-vous que vous êtes aussi susceptible de recevoir des demandes de partage de données après la deadline de 2018. Et vous pourriez aussi être sollicité pour fournir des données supplémentaires après votre enregistrement dans le cadre de l'évaluation de votre substance ou de votre dossier. Aussi, il faut vous assurer que votre accord avec vos codéclarants aille au-delà de 2018. Deux autres aspects importants sur lesquels vous devez vous accorder sont les responsabilités et les tâches, ainsi que les aspects financiers. Vous et vos codéclarants devez décider de quelle façon vous allez partager le travail dans le CIF. Les pages dédiées à 2018 sur le site de l'ECA permettent d'avoir une bonne vision d'ensemble du travail à effectuer. Le travail peut être partagé de façon équitable entre les membres du CIF, ou vous pouvez vous accorder sur le fait qu'un ou plusieurs d'entre vous prennent un rôle plus important. Vous pouvez aussi faire le choix d'engager un consultant pour gérer le CIF et vous assister dans la préparation de la soumission conjointe. Allez consulter la checklist pour engager un consultant qui est disponible sur le site de l'ECA avant de faire cela. Des approches combinées sont aussi possibles où par exemple un membre du CIF prend la responsabilité des parties administratives ou de gestion, tandis qu'un consultant prend la responsabilité des tâches plus techniques ou scientifiques. Si le CIF est important, quelques-uns de ses membres peuvent former un consortium pour faire le travail. Et vous pouvez aussi essayer de coopérer avec les associations sectorielles qui hébergent des groupes dédiés à REACH ou des consortia de substances si votre substance rentre dans leur champ d'activité. Mais souvenez-vous qu'un consortium ne remplace pas un CIF. Une fois que vous vous êtes accordé sur qui fait quoi, vous devez vous accorder sur la façon dont les autres membres du CIF vont rétribuer ce travail. Vous devez vous accorder sur la façon d'organiser la facturation et le paiement des coûts liés à la gestion du CIF. Ce sera ensuite le bon moment pour sélectionner un déclarant principal. Il est important que vous sachiez que les codéclarants sont collectivement responsables du fonctionnement du CIF et du respect des délais. Ils sont aussi collectivement responsables du contenu de la partie conjointe du dossier d'enregistrement, tout comme ils le sont du contenu de leur partie individuelle. Cependant,
Vous et vos codéclarants devez vous accorder sur la désignation du déclarant principal et les autres déclarants deviendront des membres de la soumission conjointe. Le déclarant principal aura des tâches spécifiques à remplir dans RichIT. Il s'agit de gérer la soumission conjointe, de soumettre la partie conjointe du dossier en premier et de distribuer les tokens de sécurité de RichIT qui permettront aux membres de soumettre leur propre dossier. Nous reviendrons sur ces tâches dans notre 6e webinaire qui traitera de la soumission des dossiers. Le déclarant principal doit agir avec l'assentiment des autres codéclarants et doit être sélectionné par eux. Il n'est pas suffisant pour un déclarant de s'autoproclamer déclarant principal, ni même de soumettre un dossier d'enregistrement avant les autres pour se positionner en tant que déclarant principal. Il y a plusieurs possibilités pour sélectionner le déclarant principal et, selon les CIF, différents schémas peuvent s'appliquer. Le plus important reste cependant d'aboutir à un accord entre les codéclarants. Si vous ne pouvez parvenir à cet accord, vous devriez continuer le travail de construction du CIF pour ne pas risquer d'être en retard pour la deadline du 31 mai 2018. En effet, la nomination du déclarant principal peut se faire après que le dossier ait été préparé. Il est juste important qu'il soit nommé avant la soumission. La tâche suivante est de récupérer les données déjà disponibles parmi les membres du CIF. Commencez par l'examen des données qui sont nécessaires à votre enregistrement. Elles dépendent de votre bonne de tonnage et si vous effectuez un enregistrement standard ou un enregistrement pour un intermédiaire en conditions strictement contrôlées. Nous donnerons plus de détails sur les requis dans le webinaire consacré à la phase 4 et nous ne présenterons aujourd'hui qu'une brève vue d'ensemble. Pour l'enregistrement d'un intermédiaire en conditions strictement contrôlées, il vous suffit de fournir les données dont vous disposez déjà. Il n'est donc pas nécessaire d'acheter d'autres données. Pour un enregistrement standard dans la bande de tonnage 10 tonnes par an, vous avez besoin d'un ensemble de données physico-chimiques ainsi que d'informations toxicologiques et écotoxicologiques. Si votre substance répond aux critères d'une substance à faible risque décrit dans l'annexe 3 de REACH, vous pouvez l'enregistrer dans la bande de tonnage 10 tonnes par an en ne fournissant que les données physico-chimiques. Nous vous donnerons des informations plus détaillées à ce sujet dans le prochain webinaire. Enfin, pour un enregistrement standard dans la bande de tonnage 100 tonnes par an, vous allez devoir fournir des données toxicologiques et écotoxicologiques supplémentaires sur la substance, en plus des données qui étaient déjà requises pour la bande de tonnage classique de 1 à 10 tonnes par an. Souvenez-vous que tous les membres du CIF peuvent ne pas avoir les mêmes requis en termes de données. Vous devez donc discuter avec vos codéclarants des données dont vous avez besoin collectivement pour l'enregistrement. Ensuite, faites l'inventaire de toutes les données disponibles sur la substance dans le CIF. Des formulaires d'inventaire sont disponibles sur le site internet de l'ECA. Une recherche bibliographique doit être effectuée en complément pour identifier les données disponibles en dehors du CIF et dans la littérature scientifique. Vous pouvez aussi chercher les données sur une substance similaire à la vôtre pour effectuer une lecture croisée. À ce sujet, les informations disponibles sur le site internet de l'ECA concernant les substances déjà enregistrées peuvent vous être très utiles. Examinez aussi quelles informations des requis standards ne sont pas applicables à votre substance et peuvent faire l'objet d'un waiving. Souvenez-vous que quand vous utilisez des données pour l'enregistrement, vous devez prouver votre légitimité et votre droit de les utiliser, même si ces données sont publiquement accessibles sur Internet. Vous devrez donc inclure les informations de propriété de ces données et les aspects liés au copyright dans votre inventaire, ainsi que les conditions dans lesquelles vous avez négocié ces données pour votre enregistrement. L'étape suivante consiste en l'évaluation de ces données. Ceci sera aussi détaillé dans le webinaire consacré à la phase 4. Vous allez devoir évaluer leur adéquation aux requis, leur pertinence et leur qualité pour juger si elles répondent bien aux requis de l'enregistrement REACH. Ensuite, vous devrez identifier les données manquantes en comparant les données dont vous disposez aux requis
et faire la liste de ces données manquantes. Vous devez vous accorder sur la manière de combler ces manques en gardant à l'esprit que les tests sur animaux sont le tout dernier recours. Les méthodes alternatives doivent être envisagées en première intention et vous devrez apporter la preuve que vous avez effectué ce travail. Les méthodes alternatives incluent par exemple les tests in vitro. Vous pouvez aussi examiner d'utiliser une alternative au test, comme une lecture croisée, ou des relations quantitatives structure-activité appelées QSAR, pour obtenir l'information manquante. Si vous vous apercevez que vous pouvez remplir une information manquante en utilisant des données qui n'appartiennent pas à un membre du CIF, vous devez établir un accord avec le propriétaire des données, comme une lettre d'accès ou un droit d'utilisation. Nous vous recommandons de négocier cet accord pour l'ensemble des codéclarants en incluant l'éventualité de futurs codéclarants additionnels. Si vous en arrivez à la conclusion que vous devez réaliser un test, vous devez vous accorder dans le CIF au sujet du laboratoire que vous allez contracter et qui, pour le compte du CIF, sera chargé de gérer les interactions avec ce laboratoire. À la fin de cette étape, vous devez disposer d'un ensemble complet de données qui sont de qualité suffisante pour répondre aux requis réglementaires. Sachez que si plusieurs études sont disponibles dans le CIF pour un même requis, ou que des études qui répondent aux requis de bandes de tonnage plus élevées sont disponibles, elles doivent toutes être soumises dans le dossier d'enregistrement. Au-delà des données en elles-mêmes, vous devez aussi vous accorder sur le fait que vous allez ou non préparer et soumettre de façon conjointe un rapport sur la sécurité chimique qui est uniquement nécessaire pour les bandes de tonnage supérieures à 10 tonnes par an et un Guidance on Safe Use. Quand vous avez compilé l'ensemble des données nécessaires, vous pouvez commencer à discuter le partage des coûts. Commencez par lister toutes les données et fixer un prix à chacune. Ce prix peut être le coût réel du test, le prix de la lettre d'accès ou bien le coût de la méthode alternative utilisée. Si aucune facture n'est disponible, le coût estimé du test correspondant peut être utilisé. De la même façon, listez, justifiez et établissez un prix pour l'ensemble des coûts liés à l'enregistrement, mais non directement liés à la génération de données. Ces coûts peuvent être liés par exemple à la préparation du dossier, à la gestion du CIF ou à la gestion de la soumission conjointe. Quand tous les coûts sont listés, vous devez établir un modèle de partage des coûts. Le principe de base du partage des coûts est que tous les coûts, ceux liés aux études et ceux qui ne le sont pas, doivent être partagés de façon équitable, transparente et non discriminatoire. Plusieurs modèles existent concernant la détermination de la valeur des données pour REACH. La base est toujours le coût réel et des réductions peuvent être appliquées selon l'accord dans le CIF. Souvenez-vous que les déclarants ne doivent payer que pour les données dont ils ont besoin pour leur enregistrement et qui dépendent de leur type d'enregistrement et de leur bande de tonnage. Les codéclarants n'ont pas forcément les mêmes requis réglementaires. De plus, sous certaines conditions et si cela est bien justifié, un déclarant peut soumettre certaines données séparément. Donc, dans ces conditions, un déclarant peut ne pas avoir besoin de tout le set de données. Vous devez ensuite documenter toutes ces décisions dans un accord de partage des données. Si un accord de CIF n'est pas obligatoire, un accord de partage des coûts l'est en revanche. Cet accord doit à minima contenir les critères d'évaluation de la similitude des substances que vous avez appliquées, la liste des données et des coûts, le modèle utilisé pour le partage des coûts et les informations sur le mécanisme de remboursement ainsi que sur la gestion des futurs coûts. Jusqu'à maintenant, nous nous sommes focalisés sur le travail à réaliser avec les membres actuels du CIF. Mais vous devez aussi vous préparer à l'arrivée éventuelle de nouveaux codéclarants dans le modèle de partage des coûts que vous établissez pour le CIF, qui doit être équitable, transparent et non discriminatoire à l'égard de ces nouveaux entrants.
Comme ils auront le droit de rejoindre votre soumission conjointe, ils auront aussi le droit de challenger vos choix si quelque chose n'était pas clair ou pas justifié. Tenez-vous donc prêt à répondre aux questions des nouveaux entrants, à leur expliquer votre modèle de partage des coûts et les décisions prises par le CIF sur le contenu du dossier. Vous devez aussi établir un mécanisme de remboursement qui concerne la redistribution de l'argent quand d'autres déclarants vont se rajouter. À chaque fois qu'un nouveau déclarant achètera un accès aux données, les coûts pour chacun des autres codéclarants vont bien entendu diminuer. La fréquence de recalcul doit être définie dans le CIF et doit faire l'objet d'un accord. Si vous et vos codéclarants n'arrivez pas à aboutir à un accord sur le partage des données, vous pouvez, en dernier recours, porter ce désaccord devant l'ECA. Vous pourrez trouver plus d'informations à ce sujet sur la page dédiée du site internet de l'ECA. Avant d'entamer cette démarche, vous devez vous assurer que vous pouvez démontrer que vous avez fait tous les efforts pour faire aboutir les négociations en posant les questions de clarification et en répondant aux questions qui vous ont été posées. Sachez que même après cette procédure, vous serez obligé d'appartenir à la soumission conjointe. Nous avons maintenant balayé les 5 activités clés de la phase 3 de l'enregistrement pour 2018 et je vais finir par quelques messages à retenir. L'ECA s'attend à ce que de nombreux CIF doivent être créés pour 2018 et que ces CIF soient pour la plupart de petite taille, voire ne contiennent qu'un seul déclarant. Donc, soyez actifs dans vos CIF ou pré-CIF si vous n'avez pas encore conclu quant à la similitude de vos substances. Si tout le monde attend que l'autre prenne l'initiative, vous pourriez tous être en retard. La préparation à l'enregistrement prend du temps, en particulier si vous devez générer de nouvelles informations. Commencez donc à partager les informations dont vous disposez sur vos substances et avancez le travail à l'intérieur du CIF. Soyez équitable, transparent et non discriminatoire dans votre communication avec vos codéclarants, dans le partage du travail et le partage des coûts. Souvenez-vous que des outils pour vous aider sont accessibles par vos helpdesk nationaux et vos organisations sectorielles, ainsi que le site internet de l'ECA en cliquant sur la bannière REACH 2018. Les éléments que je vous ai présentés ici se trouvent dans la section Conseils pratiques à destination des nouveaux CIF. Ceci conclut ma présentation. Merci de votre attention. Merci Catherine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter les réponses apportées dans la session questions-réponses. Vous pouvez contacter votre helpdesk national à l'adresse suivante reach-info.ineris.fr. Vous pouvez également contacter le helpdesk de l'ECA directement à partir de leur site web. Nous allons maintenant passer au jeu de rôle. Bienvenue sur ce webinaire concernant la négociation dans le partage des données en pratique. Mon nom est Daniel. Je suis responsable du partage des données à l'ECA depuis 2010. J'ai invité 2 de mes collègues pour faire un jeu de rôle qui va vous montrer comment négocier le partage des données. Ceux-ci tentent de couvrir les aspects les plus généraux de la négociation dans le partage de données. Ils vous donnent des trucs pratiques concernant les droits que vous avez et votre rôle en tant que potentiel déclarant. Comme vous devez déjà le savoir, les entreprises qui enregistrent la même substance doivent préparer leur dossier d'enregistrement de façon conjointe. Le groupe constitué par ces entreprises est appelé un CIF. Chaque CIF couvre une substance. Assurez-vous bien d'avoir discuté de la similitude de vos substances avant d'entamer le partage des données. Ainsi, vous vous assurez que vous dépensez votre temps et votre argent pour la bonne substance. Dans ce jeu de rôle, un potentiel nouveau déclarant approche un déclarant principal
qui a accepté avec les autres membres du CIF de les représenter dans les négociations de partage des données. Les deux parties ont déjà discuté de la similitude des substances et ont abouti à la conclusion que leurs substances étaient les mêmes. Ils peuvent donc poursuivre par le partage des données et des coûts. Le nouveau membre du CIF a des questions concernant les différents aspects impliqués par le fait de rejoindre le CIF. Le rôle du déclarant principal, qui représente l'ensemble des membres du CIF, est joué par Laura Wallin. Alexis Quintana Sáez joue le rôle du potentiel nouveau déclarant. Soyez conscient que même si toutes ces scènes sont basées sur des cas réels, les coûts mentionnés sont faux et toutes les discussions ont été simplifiées. Ce jeu de rôle a pour vocation d'illustrer le fait que les deux parties doivent faire tous les efforts dans la négociation pour parvenir à un accord équitable, transparent et non discriminatoire. Je fabrique ma substance dans la bande de tonnage 10 centonnes par an. Je dispose de données physico-chimiques, mais je ne dispose pas des autres informations. Je voudrais connaître le prix de la lettre d'accès. D'accord. Donc normalement, un enregistrement entre 10 et 100 tonnes par an requiert d'avoir les informations sur 35 endpoints. Vous avez dit que vous disposiez des études concernant la physico-chimie et cela couvre 14 endpoints. Donc, si je comprends bien, vous ne disposez pas des études concernant l'écotoxicologie, le devenir dans l'environnement et la toxicologie. C'est bien cela ? Oui. Je dispose de toutes les données physico-chimiques et j'aurai besoin de tout le reste. Pour ces données, le prix de la lettre d'accès serait de 10 000 €. Bien sûr, pour toutes les données dont vous disposez déjà, vous devriez faire un opt-out lors de la soumission. Avant tout, vous devez savoir ce que REACH exige de vous pour la constitution de votre dossier d'enregistrement. Les requis de REACH en termes d'information dépendent du tonnage et des usages de votre substance. Les requis standards sont le minimum. Si votre substance est un intermédiaire, vous n'avez à fournir que les informations dont vous disposez. Par exemple, si vous fabriquez ou importez une substance entre 1 et 10 tonnes par an, vous allez devoir fournir les informations pour 22 endpoints. Un tableau simplifié listant ces endpoints est disponible sur le site internet de l'ECA. Si vous fabriquez ou importez entre 10 et 100 tonnes par an de la substance, vous devez fournir les informations sur 13 endpoints en plus des 22 précédents. Un tableau simplifié listant ces endpoints est disponible sur le site internet de l'ECA. Quand vous connaissez les requis, comparez avec ce dont vous disposez déjà. Vous ne devez pas acheter toutes les données si vous disposez de certaines d'entre elles. Vous pouvez négocier l'accès à des études individuelles ou à l'ensemble des données qui ont été soumises. Cependant, vous devez évaluer la pertinence et la qualité de ces études et prendre une décision sur l'information la plus appropriée à utiliser. Enfin, vous êtes dans l'obligation de partager les données générées par des tests sur animaux vertébrés pour éviter la duplication des tests sur animaux. Dans tous les cas, vous devez faire tous les efforts pour partager les données animales ou non d'une façon équitable, transparente et non discriminatoire. Souvenez-vous que plus vous allez partager de données, moins les coûts d'enregistrement seront élevés. Merci de m'avoir indiqué le prix de la lettre d'accès. Pourquoi vais-je payer exactement ? Le prix inclut le coût des études concernant les 21 endpoints dont vous avez besoin et les coûts administratifs qui ont été investis par le CIF dans le passé pour obtenir cette information. Pouvez-vous me fournir le détail des coûts ? Bien sûr, nous pouvons vous donner accès à ces informations, mais cela va nécessiter que vous payiez une somme. Vraiment ? Je ne pense pas que je doive payer quoi que ce soit pour accéder à ce genre d'informations. Vous avez le droit d'avoir accès aux documents expliquant la façon dont les coûts ont été calculés et vous n'avez à payer aucune somme additionnelle pour cela. Il n'y a aucune autre condition requise pour cela et par exemple, vous n'avez pas à laisser une quelconque caution. Bien, voici une feuille vous montrant le partage des coûts.
Merci. Je voudrais savoir comment les coûts des études ont été calculés. Bien. Quand nous avions les factures, nous les avons utilisées. Si nous ne les avions pas, nous avons essayé d'estimer leur prix si nous faisions les études maintenant. Merci pour ces clarifications. Je suis d'accord avec le prix des études, mais comment avez-vous calculé les coûts administratifs? Pourriez-vous être plus précise? Ceci a fait l'objet d'un accord entre les membres du CIF et ils ont inclus les coûts des consultants qui nous ont aidés avec la facturation et le paiement et des consultants experts concernant la partie scientifique et technique. Ok. Pouvez-vous lier les coûts des experts aux études réalisées et dont j'ai moi-même besoin? Car ces coûts ne devraient pas être génériques, mais liés à chaque endpoint dont j'ai besoin. En effet, comme je n'ai pas besoin de toutes les études contenues dans votre dossier, il me paraît raisonnable de ne participer qu'aux coûts de consultants experts qui ont servi à générer les données dont j'ai besoin. Bien, je vois où vous voulez en venir. Vous êtes le premier à ne pas vouloir acheter l'ensemble complet des données. Donc nous allons devoir rediscuter et faire un nouveau calcul. Ceci va nous prendre un peu de temps, j'en ai peur. Bien, merci pour votre souplesse. Tant que je peux enregistrer avant 2018, je peux attendre la nouvelle proposition. Le partage des coûts doit être équitable, transparent et non discriminatoire. Pour vous assurer que c'est bien le cas, vous avez besoin d'informations sur les différents items individuels qui aboutissent au prix. De manière générale, le partage des coûts devrait être relié au prix de génération de la donnée et aux coûts administratifs qui lui sont liés. Ce partage doit montrer le lien entre l'information à laquelle vous souhaitez avoir accès et son prix, et il doit être justifié. Quelle que soit la répartition ou le nom qu'il aurait donné, il est important que les coûts soient tracés de façon transparente. Normalement, le partage des coûts devrait être présenté de façon suffisamment transparente pour que des questions additionnelles ne soient pas nécessaires. Cependant, si vous avez des doutes, vous avez le droit de demander plus de détails. D'après votre partage des coûts, je vois que vous appliquez aussi un taux d'intérêt sur le coût total de la lettre d'accès. Pouvez-vous m'en expliquer la raison? Nous avons investi cet argent en 2010 et avons préfinancé le dossier. Vous ne nous rejoignez que maintenant et vous avez un avantage, car vous payez cette dépense plus tard. De notre côté, nous n'avons pas pu utiliser cet argent. Et nous avons donc trouvé qu'il était juste que nous ayons une compensation pour cet investissement. Je ne suis pas d'accord avec vous. La réglementation REACH est claire. Ma deadline d'enregistrement est 2018. La vôtre était en 2010. Votre taux d'intérêt ressemble plus à une incitation à vous rejoindre au plus tôt. Cette approche est donc discriminante pour moi-même si j'enregistre dans les délais prévus par la réglementation. Peut-être, effectivement. Je vais retourner vers le CIF et recommander que nous retirions cela. Je vois également qu'un risque premium a été appliqué pour toutes les études. Pouvez-vous m'en expliquer la raison? Oui. Le risque premium couvre le risque que nous avons pris en faisant les études sans en connaître les conclusions. Bien. Je comprends de la liste des études que seules certaines d'entre elles ont été générées par le CIF. La majorité d'entre elles ont été achetées à des tiers. Donc, je ne trouve pas que dans de tels cas, le risque premium soit acceptable. Pouvez-vous justifier le risque premium pour chaque étude réalisée par le CIF? Nous avons eu une approche très générale du risque premium et nous avons juste appliqué le taux utilisé généralement dans notre secteur. Bien, je voudrais avoir des informations plus précises sur les études qui ont été générées par le CIF et des informations sur les risques auxquels on peut raisonnablement s'attendre. De manière générale, je ne vois aucune explication quant à l'application automatique du risque premium. Je pense que, s'il s'applique, il doit être réel. Donc, je souhaiterais que vous révisiez ces documents et que vous me fournissiez plus d'informations sur le risque premium. Quand il n'est pas applicable, vous devriez le retirer de la cotation.
Je pense qu'il y a des cas où nous pouvons justifier ce risque premium. Je reviens vers vous quand j'ai plus d'informations. Bien. Je comprends que votre lettre d'accès me donne un droit à faire référence aux études, mais pas à en être propriétaire. C'est bien cela? Ce droit à faire référence est aussi limité à REACH et à l'Union européenne. Appliquez-vous une remise sur le coût de l'étude liée à cela? Oui, cela a déjà été pris en compte. Pour le droit à faire référence, vous avez une remise de 50% pour le fait que ce soit uniquement réservé à REACH et une remise additionnelle de 10% sur la restriction à l'Union européenne. Ce discount est inférieur car nous considérons que le marché principal associé à l'enregistrement REACH se trouve lui-même être l'Union européenne. Les exemples que vous avez vus ici ne signifient pas que les éléments de coût sont admissibles ou non. Ils ont pour seul objectif d'illustrer que les deux parties doivent faire tous les efforts pour parvenir à un accord sur le coût des données et sur les mécanismes de partage des coûts de façon équitable, transparente et non discriminatoire. Ceci peut impliquer de répondre à des questions très détaillées pour faire avancer la négociation. Il existe plusieurs modèles pour évaluer la valeur des données pour REACH. La base reste toujours le coût des données. Les facteurs d'augmentation ou de réduction appliqués à ces coûts doivent faire l'objet d'un accord entre les co-déclarants. Moins vous avez de droits, plus le prix est baissé. L'ECA a publié une factsheet sur les éléments contenus dans un partage de coûts classique. Cette factsheet donne une vision d'ensemble des coûts potentiels et des éléments pris en compte dans la négociation du partage des coûts, qui vous permettront de mieux juger si votre partage des coûts est bien équitable, transparent et non discriminatoire. Je vois aussi qu'il y a des frais pour la soumission conjointe. Oui, le fait que nous ayons la même substance nous oblige à soumettre un dossier d'enregistrement conjoint. Ceci a donc nécessité de créer une soumission conjointe dans REACH-IT en 2010. Vous allez devenir membre de cette soumission conjointe même si vous effectuez un opt-out pour certaines des données dont vous disposez. Pour pouvoir accéder à cette soumission conjointe, vous allez recevoir un token de notre part et la préparation de cela a demandé du temps et donc de l'argent. Pour cette raison, nous souhaitons que vous y participiez. Quels sont les coûts et comment sont-ils partagés? Tout d'abord, il y a les coûts de communication entre nous. Le fait de s'assurer que les moyens de communication sont en place, qu'ils fonctionnent. Ensuite, nous avons dû nous accorder sur qui serait le déclarant principal. Et enfin, il y a les coûts du consultant qui nous a aidés pour créer la soumission conjointe dans REACH-IT, la distribution du token et la soumission du dossier. Nous pensons que ces coûts doivent être équitablement partagés entre tous. Je ne pense pas que tous ces coûts doivent être partagés de façon égale, mais plutôt de façon proportionnelle. Je suis d'accord sur le fait que les coûts de création de la soumission conjointe devraient être partagés de façon égale, mais je pense que les coûts de gestion devraient être proportionnels à la bande de tonnage, puisque je dois soumettre pour 2018 et non en 2010. En plus d'une obligation de partage des données, vous avez également une obligation de soumission conjointe. Cette obligation signifie que vous devez tous soumettre un dossier d'enregistrement à l'ECA faisant partie d'une même soumission conjointe. Même si vous disposez de vos propres données totalement ou partiellement et que vous souhaitez les soumettre séparément en faisant un opt-out, en pratique, les coûts de la soumission conjointe, c'est-à-dire la création de la soumission conjointe, la distribution du token, la soumission du dossier sont faibles au regard des autres coûts. Ceci est particulièrement intéressant pour les déclarants d'intermédiaires. Concernant les coûts de gestion de la soumission conjointe, la proportionnalité à la bande de tonnage semble être une méthode appropriée de partage des coûts. Que va-t-il se passer si plus de déclarants rejoignent le CIF? Vais-je être remboursé d'une partie des coûts? Oui, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que nous remettrions à plat tous les coûts après 2018
et que nous recalculerions les coûts des lettres d'accès sur la base du nombre de codéclarants. Donc, si je comprends bien, le prix de la lettre d'accès actuelle a été estimé en 2010 et n'a pas encore été recalculé. Avez-vous eu de nouveaux entrants en 2013? Et si oui, pourquoi n'avez-vous pas recalculé les coûts? Bien, c'est une bonne question. Nous avons en effet eu un nouveau codéclarant en 2013, mais nous n'avons pas recalculé le prix. Nous nous sommes accordés sur le fait que refaire un remboursement coûterait finalement plus cher que le montant du remboursement lui-même. Bien. Pour être honnête, payer ce montant en une seule fois pourrait me poser des problèmes. Peut-être pourriez-vous recalculer le prix de la lettre d'accès plus souvent en prenant en compte les paiements déjà effectués en 2013. Lors de ce recalcul, il faudrait prendre en compte le nombre de potentiels futurs codéclarants qui nous rejoindront pour 2018. D'autre part, quelles seraient les possibilités d'un paiement fractionné? En théorie, c'est effectivement possible, mais nous n'avons pas encore mis en œuvre ce genre de pratique. Il faudrait que nous puissions discuter sur la façon de faire cela et de le mettre en place et peut-être faire une exception pour vous. D'autre part, concernant le fait que vous sollicitiez que nous effectuions un recalcul plus fréquent, nous pourrions le faire et prendre ainsi en compte le nombre envisageable de futurs codéclarants pour 2018. La part individuelle du partage des coûts dépend du nombre de codéclarants qui partagent les données. La différence est très importante si les coûts sont partagés entre 2 ou 200 déclarants. Le nombre de codéclarants qui partagera finalement les coûts restera incertain avant 2018. D'autres déclarants pourront aussi se joindre après 2018. Un mécanisme de remboursement permettra d'être sûr que les coûts seront partagés de façon équitable. À chaque fois qu'un nouveau déclarant achète une lettre d'accès, les coûts individuels vont diminuer. Quand et à quelle fréquence recalculer les coûts doit faire l'objet d'un accord. Le point de départ pourrait être une fréquence annuelle de remboursement. Un mécanisme de remboursement est un requis réglementaire, sauf si vous êtes d'accord à l'unanimité pour ne pas en établir un. Dans certains cas, en développer un peut vous coûter plus cher que le montant qui sera effectivement remboursé. Si vous êtes unanimement d'accord pour ne pas développer ce genre d'outil, vous devez pouvoir en fournir une justification qui démontre le bénéfice d'un tel choix à vos futurs codéclarants. Vos futurs codéclarants peuvent ne pas être d'accord avec cela et demander la mise en place du mécanisme de remboursement. Nous espérons que ces scénarios vous ont été utiles et qu'ils vont vous aider à préparer vos négociations actuelles ou à venir. Le partage des données n'est en aucun cas destiné à générer des bénéfices pour le propriétaire des données. Celui-ci est mis en place pour partager les coûts réels entre les codéclarants actuels ou à venir qui ont besoin de ces données. Enfin, et ceci n'est pas le moins important, souvenez-vous que le partage des données de tests sur animaux vertébrés est obligatoire. Lors de vos négociations, gardez à l'esprit des principes clés du partage des coûts. Les codéclarants ont l'obligation de faire le maximum d'efforts pour parvenir à un accord sur le partage de façon équitable, transparent et non discriminatoire des données et des coûts. De nombreux outils et documents sont disponibles sur le site internet de l'ECA pour vous aider dans ces négociations. Ces outils sont disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. Le meilleur point de départ est notre checklist en 10 points. Vous trouverez aussi des choses à faire et à ne pas faire pour réussir vos négociations, ainsi que la documentation concernant les requis en termes d'information. Dans la plupart des cas, vous et vos codéclarants pourrez parvenir à un accord qui sera satisfaisant pour toutes les parties. Cependant, vous pourriez aussi rencontrer des difficultés. Il y a aussi une partie dédiée à cela sur le site internet de l'ECA, qui vous indiquera la conduite à tenir si vous rencontrez des difficultés. En dernier recours, si vous ne pouvez parvenir à un accord, l'ECA peut examiner votre cas. La procédure de Data Sharing Dispute peut être menée sans soutien légal et être gratuite.
Il vous sera seulement demandé de soumettre tout ce que vous avez conservé comme élément de votre négociation. Plus de détails sur comment fonctionne cette procédure en pratique sont disponibles sur le site internet de l'ECA. Enfin, souvenez-vous que pour toute question concernant le partage des données, vous pouvez aussi vous adresser au helpdesk national ou alors au helpdesk de l'ECA. Maintenant, passons à la session questions-réponses. Je suis ici avec mes collègues Josh Mossink, Daniel Samboski et Tuomas Santasalam, qui travaillent dans l'unité d'identification des substances et de partage des données de l'ECA. Donc venons aux questions. Première question. Je rejoins un CIF existant et j'ai reçu une facture. Le prix me paraît être élevé et je ne sais pas comment il a été déterminé. Comment devrais-je faire ? Il n'existe aucune condition préliminaire pour rejoindre un CIF. Vous êtes membre d'un CIF par obligation légale liée au règlement REACH, donc une telle redevance comme droit d'accès à un CIF n'est pas autorisée. Le CIF est une forme de coopération basique. Si vous choisissez de faire partie d'un consortium, ce qui est possible, vous pouvez avoir ce type de droit d'accès, mais rejoindre un consortium n'est pas obligatoire. Et les consortiums ne peuvent faire payer des sommes associées à leur structure dans le cadre du partage des données. Les coûts de gestion du CIF doivent être transparents, donc tous les paiements dans le CIF doivent être liés à l'activité d'enregistrement. Ok, merci beaucoup. Nous avons une autre question. Que vont devenir les CIF après 2018 ? De manière formelle, les CIF s'arrêtent le 31 mai 2018, donc après la dernière deadline d'enregistrement. Mais ceci ne signifie pas que vos responsabilités disparaissent après cette date. Vous devez garder à l'esprit que les données contenues dans vos dossiers sont protégées pendant 12 ans. Donc, vous pourriez recevoir des demandes de partage des données même après cette deadline d'enregistrement. En plus de cela, on pourrait vous demander de mettre à jour votre dossier, par exemple, à la suite de l'évaluation du dossier ou de la substance. Et donc, dans ces conditions, il me paraît raisonnable de vous assurer que vous êtes toujours couvert par contrat avec les autres membres du CIF, même au-delà de la deadline de 2018. D'accord, merci beaucoup. Nous avons maintenant une question concernant les soumissions multiples pour une même substance, c'est-à-dire le cas où il y a plusieurs soumissions pour une même substance qui ne sont pas conjointes. Laquelle doit-on rejoindre ? Eh bien, il existe deux possibilités. Soit il existe plusieurs soumissions individuelles, soit il existe plusieurs soumissions conjointes. Mais dans les deux cas, la solution est la même. Dans un premier temps, je vous conseille de vérifier s'il n'y a pas une soumission qui concerne des intermédiaires. Il faudra également vérifier s'il n'y a pas une soumission qui concerne une substance notifiée dans le cadre des réglementations précédentes, dites NONT ou ELINX. Ces vérifications vous donnera déjà une bonne indication concernant la soumission à rejoindre. Une fois que vous aurez vérifié cela, le plus important est de trouver quelle soumission présente des données de qualité. Vous devez vous assurer que la qualité des données est suffisante et qu'elles répondent aux requis de REACH, c'est-à-dire que le dossier est conforme. Pour trouver cela, vous devez consulter les données publiques disséminées du site internet de l'ECA. Très bien, merci. On nous demande maintenant ce qu'est un accord de CIF et s'il est obligatoire. La réponse est non. Un CIF Agreement n'est pas obligatoire, mais laissez-moi vous donner plus de détails. Les co-déclarants doivent s'accorder sur leur façon de travailler ensemble. Donc, il est quand même parfois meilleur que cet accord soit écrit pour que la forme de coopération soit claire. Des associations sectorielles proposent des conseils et parfois des exemples d'accords de CIF sur leur site internet. Donc par exemple, si le CIF ne compte que peu de membres, c'est-à-dire jusqu'à 4, ce n'est pas forcément censé d'avoir un CIF Agreement très formel, mais cependant, il faut faire attention. Autant cet accord est optionnel, autant un accord sur le partage des coûts et des données est obligatoire.
Cet accord de partage des données doit inclure les informations concernant les critères de similitude des substances qui ont été appliquées, également le contenu scientifique du dossier, le mécanisme de partage des coûts, le mécanisme de remboursement, les hypothèses concernant les futurs coûts. Tous ces éléments doivent être formalisés dans un accord de partage des coûts. Un accord de CIF qui fixe les conditions de travail en commun est moins nécessaire. Bien, merci beaucoup. Il y a aussi une question qui revient souvent. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre un CIF et un consortium? Oui, j'ai déjà mentionné les consortiums dans une réponse précédente. Il faut en effet peut-être clarifier. Un CIF, tel que mentionné dans le règlement REACH, n'a pas de forme légale recommandée. C'est un groupe de déclarants potentiels qui ont préenregistré la même substance et qui vont travailler ensemble et qui vont partager leurs données. Les consortia sont des formes de coopération plus formelles. Pour certaines entreprises, il sera plus simple de former un consortium si elles ont une famille de substances similaires, par exemple. Elles pourront ainsi travailler comme un seul groupe pour plusieurs CIF. La participation au CIF est obligatoire. En revanche, être membre d'un consortium est volontaire. Donc, le membre d'un CIF peut décider de ne pas participer à un consortium et les membres du consortium doivent coopérer avec le participant au CIF, même s'il n'est pas dans le consortium. C'est la différence entre un CIF et un consortium. Très bien, merci pour cette réponse. Si vous me permettez d'ajouter quelque chose. Il est souvent revendiqué que des consortiums doivent être formés pour organiser les tâches dans un CIF. Par exemple, le partage des données ou la soumission conjointe des données. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Les CIF doivent être suffisants pour réussir un enregistrement. En même temps, nous avons eu des informations de la part de l'industrie, nous informant que pour les CIF les plus importants, la structure de consortium pouvait être bénéfique pour l'organisation. Eh bien, merci. Passons maintenant à la question suivante. Je suis dans un CIF. 2 membres veulent devenir le déclarant principal. Comment décider qui va devenir le déclarant principal? Bien sûr, ce serait mieux si ces 2 membres voulant être le déclarant principal parvenaient à un accord. Mais, dans le cas où ils ne peuvent pas parvenir à un accord, à ce moment-là, les autres membres peuvent décider d'en élire un. Je tiens à souligner que parfois il y a des confusions concernant le rôle du déclarant principal. Pour être clair, basiquement, le déclarant principal soumet le dossier en premier avec l'accord des autres membres du CIF. Le déclarant principal n'a pas la responsabilité de préparer le dossier. La préparation du dossier doit se faire en coopération avec l'ensemble des membres du CIF. Très bien, merci beaucoup. Il est bon de garder à l'esprit que le déclarant principal est celui qui est le point de contact si le dossier doit être examiné a posteriori, par exemple dans le cas d'une évaluation. Mais encore une fois, la réponse est que la responsabilité repose sur l'ensemble des membres du CIF. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, nous avons une question qui suit la précédente. Que se passe-t-il en cas de situation inverse, si personne ne veut être le déclarant principal? Je vous conseille de ne pas trop passer de temps sur ce type de problème. Vous risquez de louper la deadline d'enregistrement qui est juin 2018, parce que vous n'aurez pas réalisé les autres tâches dans le temps imparti. Je rappelle qu'en pratique, la nomination formelle du déclarant principal peut être faite après que le dossier ait été préparé. Vous pouvez aussi prendre en considération que si vous êtes impliqué dans plusieurs CIF, et pour la plupart de ces CIF avec les mêmes déclarants, vous devriez diviser les tâches de façon à ce que le travail soit équitablement réparti. Il est également possible d'externaliser cette tâche.
est de faire préparer le dossier d'enregistrement par un consultant. Mais, même dans ce cas de figure, un des membres du CIF doit être nommé déclarant principal. Merci. Ensuite, que faire s'il existe déjà un enregistrement, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui propose d'être le déclarant principal et de préparer le dossier? Eh bien voilà une question très intéressante. Je pense qu'il faut ici avertir les gens. Tout d'abord, les nouveaux déclarants devraient vraiment s'informer et pas seulement répondre au CIF sans savoir ce qu'ils vont faire. En pratique, s'il y a des problèmes, vous pouvez toujours poser des questions au déclarant principal afin de vous assurer que celui-ci agisse dans votre intérêt. Par exemple, vous pouvez lui demander des détails concernant l'identité de la substance couverte par le CIF, et cela afin de vous assurer que vous avez vraiment la même substance. Ensuite, vous devriez demander la preuve que le déclarant principal a bien recueilli le consentement de tous les membres du CIF. Et enfin, et je pense que ceci est très important pour la qualité du dossier, vous pouvez demander la preuve que des informations suffisantes sont disponibles pour avoir un dossier conforme au règlement REACH. Maintenant, pour répondre à la question, s'il y a plus d'un déclarant principal qui se propose, demandez-leur leurs intentions et voyez si les actions qu'ils proposent vont dans votre intérêt. Gardez cependant à l'esprit que vous ne pouvez pas avoir de multiples enregistrements pour une même substance. Seule une soumission conjointe est admise pour l'enregistrement. Si je peux ajouter quelque chose, car il y a quelque chose qui est important de comprendre pour résoudre ces discussions. Les offres que vous mentionnez pour être déclarant principal sont souvent plus ou moins chères et, en général, les moins chères ne respectent pas les règles de REACH. Donc il est très important de vérifier que le règlement REACH est respecté, et cela indépendamment du prix. Dans de nombreux cas, il va se produire la chose suivante. La qualité du dossier peut ne pas être suffisante pour REACH, et la conséquence est que cela peut créer des problèmes légaux au moment de l'évaluation du dossier, qui peut se produire bien après l'enregistrement. Si de sérieuses difficultés apparaissent pour vérifier la pertinence d'une entreprise à être déclarant principal, il est toujours possible de contacter le helpdesk de l'ECA et de rendre compte au sujet de cette situation. Très bien, merci. Nous avons maintenant une question au sujet du partage des coûts. Une fois que j'ai récupéré la répartition des coûts, je me rends compte que les tests sont trop chers pour moi. Que puis-je faire dans ce cas? Eh bien, le point de départ dans le partage des coûts dans REACH est qu'il doit être équitable, transparent et non discriminatoire, comme nous l'avons déjà répété plusieurs fois. La notion d'équitable et non discriminatoire sont des termes qui s'appliquent dans des situations très différentes. Il n'y a pas de liste de ce qui est juste ou non et de ce qui est discriminatoire ou non. Par exemple, le partage des coûts des données en lien avec les requis de REACH semble être équitable dans la plupart des cas. Vous devez fournir des données sur 21 endpoints et donc vous payez pour ces données sur les 21 endpoints. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des exceptions. Par exemple, si les déclarants de 2010, qui fabriquent bien au-delà de 1000 tonnes par an, c'est-à-dire imaginons 100 000 tonnes, et qu'un déclarant en 2010 ne fabriquait que 10 à 100 tonnes. Imaginons juste 2. Donc si vous comparez 2 tonnes par an et 100 000 tonnes par an, il est légitime de se demander si partager les coûts de façon égale est le plus équitable. Donc dans de telles situations, les co-déclarants devraient se poser la question du type de cost sharing qui serait le plus équitable.
Maintenant, si un déclarant trouve que le modèle n'est pas équitable, il peut et il devrait revenir vers les autres co-déclarants et proposer un modèle, son propre modèle, en expliquant pourquoi le modèle utilisé par le CIF jusqu'à maintenant ne semble pas équitable. Une autre possibilité est par exemple si le prix qui a été communiqué a été accepté, mais que le prix à payer est trop élevé pour un paiement en une seule fois. La solution pourrait être d'étaler ces paiements. En effet, je vous rappelle que dans ce cas-là, le coût du dossier a déjà été supporté par les précédents déclarants lors des échéances précédentes. Donc ce n'est simplement qu'une question de délai de paiement. Mais bien sûr, les coûts sont ce qu'ils sont. Certains tests peuvent coûter très cher. Il faut quand même garder à l'esprit que votre enregistrement peut vous coûter cher. C'est aussi pour cela que vous devez préparer votre enregistrement suffisamment tôt pour prendre en compte cette partie financière. Bien, merci beaucoup. Que se passe-t-il dans le cas où la majorité des coûts est administrative et pas réellement due aux études? Comment négocieriez-vous dans une telle situation? Eh bien, tout d'abord, la majorité des coûts dits administratifs doivent être liés au coût des études. Il ne devrait avoir que quelques items génériques qui ne peuvent être liés aux études, comme par exemple la création de la soumission conjointe du CIF ou les diverses réunions qui ont eu lieu au sein de ce CIF. À titre d'exemple, si vous avez un coût associé à une réunion et que lors de cette réunion, les membres du CIF discutaient des propositions de test sur animaux, eh bien, ces coûts-là devraient être associés uniquement aux plus fortes bandes de tonnage, car ces tests ne sont pas requis pour les petites bandes de tonnage. Donc, au moment où vous négociez le prix de la lettre d'accès, il faut insister pour que les coûts administratifs soient liés au coût des études, et n'accepter que quelques coûts génériques additionnels. Vous devez, en plus de cela, vérifier que vous ne payez que pour les coûts administratifs liés aux études nécessaires à votre bande de tonnage. Bien, merci. Et maintenant, que se passe-t-il si jamais j'ai toutes les données nécessaires à l'enregistrement de ma substance? Dois-je quand même rejoindre le CIF et la soumission conjointe? Il n'y a qu'une réponse à cela, et c'est oui. REACH impose que pour une substance, il n'y ait qu'un seul enregistrement. Et ceci répond à deux objectifs. Le premier est que vous rejoigniez le CIF et que vous établissiez le fait que vous avez la même substance. Et en plus, les données dont vous disposez peuvent intéresser les autres membres du CIF. Donc, vous pourriez ainsi partager vos données avec le CIF, même s'il existe déjà. Donc, même si vous avez toutes les données, l'obligation de partage des données subsiste. Si jamais vous ne parvenez pas à un accord concernant le partage des données que vous avez, et que vos propres données suffisent, vous pouvez effectuer ce qui s'appelle un opt-out avec toutes vos données. Puis-je ajouter quelque chose à ce sujet? Tout ce que vous avez dit est effectivement vrai. Je voulais juste expliquer plus en détail l'objectif du principe une substance, un enregistrement. L'objectif est de s'accorder sur le set de données qui décrit le mieux les propriétés de la substance. Donc s'il y a désaccord, cela soulève des préoccupations. Pourquoi les co-déclarants ont-ils été en désaccord sur la sélection d'un set de données? Donc si un tel opt-out apparaît, c'est pour nous une indication que quelqu'un ne partageait pas l'avis des autres
et ce type de dossier est davantage susceptible d'être sélectionné pour une évaluation. Et cela afin que nous puissions en comprendre la raison. Bien, merci. Le 26 janvier 2016, le règlement de la Commission européenne concernant la soumission conjointe et le partage des données est entré en application. Qu'est-ce que cela change concrètement pour les futurs déclarants et pour les anciens? Eh bien, ce règlement vient certes clarifier ce qui était déjà conseillé dans le cadre de REACH, mais il vient également clarifier ce qu'on entend par équité, transparence et non-discrimination. Il explique aussi de quelle façon les entreprises doivent mettre ces notions en œuvre. Par exemple, en discriminant les coûts, en mettant en place un modèle de partage des coûts, en incluant aussi un mécanisme de remboursement quand un nouvel arrivant arrive dans le CIF. Eh bien, tout cela est détaillé dans ce qu'on appelle l'Implementing Act on Data Sharing. Ensuite, il mandate l'ECHA pour s'assurer du respect du principe une substance, un enregistrement. Donc à ce titre, l'ECHA n'autorisera plus les soumissions en dehors de la soumission conjointe, comme ça avait pu être le cas lors des précédentes échéances. La dernière chose nouvelle dans ce règlement est que l'ECHA peut trancher les conflits concernant cette soumission conjointe, en s'assurant que l'équité, la transparence et la non-discrimination ont bien été respectés. Tout cela a été précisé pour que les CIF fonctionnent bien, le mieux possible, mais basiquement rien n'a changé car ils étaient déjà censés opter pour ce genre de principe. Et c'est d'ailleurs le cas d'une grande partie d'entre eux. Mais je tiens à ajouter quelque chose ici. Si un nouveau déclarant arrive et qu'un accord sur le partage des coûts existe déjà, ce nouvel arrivant pourrait tout à fait demander sa modification. Il existe en effet une possibilité pour que le CIF ne réponde pas à ses obligations. Mais cela requiert un accord à l'unanimité. Eh bien, merci. Maintenant, la dernière question. J'ai entendu qu'en cas de désaccord sur le partage des données, je pouvais en référer à l'ECHA. Comment cela fonctionne-t-il en pratique? Je vais répondre à cette question car je suis responsable de cela depuis 2010. Avant d'expliquer les mécanismes liés au conflit, je dois préciser qu'aboutir à un accord est une obligation du règlement REACH. Mais oui, certes il y a parfois des problèmes, des difficultés, et parvenir à un accord peut paraître impossible. Il y a deux types de conflits. Le plus commun concerne l'accès aux données. C'est quand vous souhaitez avoir accès à des données déjà soumises, mais qu'il y a un problème de transparence, d'équité ou de discrimination dans les coûts. Le deuxième type de conflit est quand vous n'êtes pas d'accord sur la sélection des données ou qu'il y a un accord au sujet duquel vous n'êtes pas d'accord et qu'il y a donc un problème d'accès à la soumission conjointe ou bien que la fourniture du token d'accès à la soumission conjointe est difficile. Dans ce cas, les conflits existent. L'ECHA peut intervenir, mais toujours en dernier recours. C'est-à-dire, une fois que les parties ont exploré toutes les possibilités pour parvenir à un accord. Je dirais qu'avant d'en venir à soumettre le conflit à l'ECHA, vous devez vous assurer que votre dossier est solide, que vous pouvez démontrer que vous avez fait tous les efforts pour aboutir à un accord et que les autres membres du CIF ne l'ont pas fait. Ceci, c'est parce que nous ne jugerons pas sur le prix car nous n'avons pas cette compétence. Nous jugerons uniquement des efforts qui ont été faits pour expliquer les conditions du partage des données et la justification
de ce qui est équitable, transparent et non discriminatoire. Mais si vous venez auprès de l'ECA pour résoudre un conflit, il est bon de savoir que cette résolution est gratuite et que ça ne nécessite pas d'avoir d'avocat. Nous vous demanderons seulement les traces de vos échanges et de vos négociations, ce qui en général est constitué par des emails. Rien d'autre n'est nécessaire pour lancer cette procédure. Eh bien, c'est maintenant la fin de ce webinaire. Merci de nous avoir rejoints. N'oubliez pas que vous pouvez soumettre vos questions à votre helpdesk national ou à celui de l'ECA. Vous trouverez un enregistrement en langue anglaise de ce webinaire sur le site internet de l'ECA, ainsi que la documentation support dans les pages consacrées à l'enregistrement 2018. Le prochain webinaire aura lieu en juillet. Il traitera de la 4e phase du processus d'enregistrement, à savoir la compilation des informations sur les usages, les dangers et les risques dans l'objectif de démontrer l'utilisation sûre de vos substances. Vous pouvez déjà vous enregistrer pour ce webinaire à partir du site internet de l'ECA. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de l'ECA. Ce webinaire a été traduit en français par l'équipe d'Atourich et vérifié par les équipes de l'ECA. N'hésitez pas à nous contacter pour toute remarque et à le faire partager au plus grand nombre. Je vous remercie, au revoir.